Alors, bonjour à tous et merci infiniment pour l'invitation. Alors, je vous parlerai, oui, du multiculturalisme canadien. J'en parlerai avec le plus grand souci d'objectivité, ce qui ne m'empêchera pas de chercher à vous convaincre qu'il s'agit d'un contre-modèle absolu et qu'il faut faire tout ce qui est possible, en fait, pour ne pas suivre ses consignes. Alors, je vous parlerai d'abord un peu du multiculturalisme, de ses origines, de son application, de sa logique, et je conclurai sur le regard que portent trop souvent les anglo-saxons, auxquels les Québécois ne sont évidemment pas des anglo-saxons, sont des Gaulois chez des anglo-saxons, le regard que portent trop souvent les anglo-saxons sur la laïcité et l'assimilation à la française, pour chercher à voir de quelle manière la France représente aujourd'hui dans le monde occidental, non seulement un pays parmi d'autres, mais un pôle de résistance à une idéologie toxique qui pousse à la déconstruction des nations. Alors, point de départ, le multiculturalisme canadien. Il trouve son origine dans une histoire singulière qui remonte aux années 60-70. Il y avait, à cette époque, je ne m'attarderai pas sur l'histoire canadienne, mais des débats assez nombreux pour savoir comment réorganiser le Canada dans le respect de ce qu'on appelait ces deux peuples fondateurs, c'est-à-dire les Canadiens anglais et les Québécois. Mais un homme politique particulier, le père de quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre Elliott Trudeau, père de Justin. Pierre Elliott Trudeau était fondamentalement, et qui était premier ministre du Canada à partir de 68, était fondamentalement hostile à toute reconnaissance du peuple québécois, parce que pour lui, toute reconnaissance du peuple québécois ou des Canadiens français comme nation poussait inévitablement à la désagrégation du pays. Donc Trudeau a dit, il ne doit plus y avoir dans l'esprit canadien deux peuples fondateurs, il ne doit plus y avoir de peuples fondateurs. Les peuples fondateurs ne sont que des communautés culturelles parmi d'autres dans la diversité canadienne. Dès lors, le peuple québécois, qui était un des peuples qui avait fondé le pays, qui avait contribué à sa construction, peut-être même était-ce le seul peuple fondateur, était transformé en communauté ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne. Ainsi en était-il aussi des Canadiens anglais qui avaient toutefois pour eux l'avantage démographique. Le multiculturalisme au Canada s'est imposé peu à peu comme une forme d'idéologie d'État. D'ailleurs, c'est une idéologie qui est constitutionnalisée. C'est un principe fondateur de l'État canadien. C'est le principe même qui fonde l'identité de l'État canadien. Et on peut dire que le multiculturalisme canadien, donc, il nous dit fondamentalement, il n'y a pas de peuple fondateur, il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas d'appartenance commune à l'intérieur du Canada. Ce multiculturalisme s'est radicalisé considérablement depuis 20-25 ans. Il s'est radicalisé de quelle manière? D'abord et avant tout en endossant pleinement la thèse comme quoi nous serions tous des immigrants. Nous sommes tous des immigrants. Dès lors, pourquoi certaines personnes qui arrivent devraient-elles s'intégrer à la culture d'autres personnes? Parce que fondamentalement, nous sommes tous arrivés au Canada avec notre nuance identitaire particulière et ce que nous avons en commun pour l'essentiel, c'est le droit, que le droit, seulement le droit. Et on pourrait dire de ce point de vue que le Canada est un pays qui incarne ce que j'ai appelé le cœur, le noyau philosophique du multiculturalisme. C'est un noyau fondé sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Fondamentalement, la vocation d'un immigrant, normalement, dans un pays occidental, jusqu'à tout récemment, consistait à prendre le pli culturel et identitaire de la société qu'il rejoignait. L'immigrant arrive dans un pays et apprend à dire « nous » avec elle. Et on peut dire que l'intégration ou l'assimilation, c'est véritablement est une réussite lorsque l'immigrant s'approprie jusqu'à l'histoire de son pays, lorsqu'il s'approprie jusqu'à la mémoire de ce peuple et qu'il se l'approprie comme s'il s'agissait de sa propre mémoire. Le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration. Il l'inverse de quelle manière? Il dit que désormais, c'est la société d'accueil qui doit s'adapter et se transformer pour s'adapter justement à la diversité qui s'exprime dans l'espace public par une multiplicité de revendications. Donc désormais, la société d'accueil n'existe plus, sinon qu'à la manière justement d'une culture parmi d'autres dans une société plurielle. Et la société d'accueil doit toujours pousser plus loin, cette quête d'ouverture d'une manière ou de l'autre. Du multiculturalisme, j'aime dire, soit dit en passant, il repose sur une espèce de principe qui nous est toujours rappelé d'une manière ou de l'autre dans la société médiatique d'aujourd'hui. On parle toujours de l'ouverture à l'autre. Hein? Combien de fois n'a-t-on pas reçu l'invitation, en fait l'injonction, de s'ouvrir à l'autre? Ce qui nous oblige quand même à poser deux questions. D'abord et avant tout, qui est cet autre auquel on doit s'ouvrir? Tous les autres ne sont pas incompatibles. L'autre n'est pas un grand autre majusculaire auquel on devrait s'ouvrir par principe parce qu'il n'est pas nous.
D'ailleurs, l'autre, souvent, se définit seulement à la manière du pas nous. Bon. Tous les autres ne sont pas interchangeables. Le français n'est pas l'allemand, le russe n'est pas l'ukrainien, du moins à ce que j'en sais, le norvégien n'est pas le suédois, le québécois n'est pas le canadien, l'américain n'est pas le britannique. Alors, le paradoxe du multiculturalisme, c'est qu'il nous oblige à nous ouvrir à l'autre en général, en nous empêchant de réfléchir à la figure de chaque autre qui se présente à nous. Ce qui pourrait pourtant nous amener à dire, de ce point de vue, que certains autres s'intègrent mieux dans un pays, d'autres autres s'intègrent moins bien. Mais pour cela, ça implique d'avoir un souci minimal de distinction entre les différentes cultures pour voir lesquelles s'emboîtent bien, lesquelles s'emboîtent moins bien. Donc le multiculturalisme nous dit non, ouverture à l'autre généralisée à la manière d'un principe qui vient finalement abolir le droit de la société d'accueil à réfléchir à ce qu'elle a de singulier. Deuxième élément qui est assez fondamental, eh bien, de combien d'autres parlons-nous? Parce que c'est facile de s'ouvrir à un autre, à 10 000 autres, à 100 000 autres. Madame Merkel vient de découvrir que s'ouvrir à 1 million d'autres à la fois, c'est compliqué. Et de ce point de vue, la question démographique est évidemment fondamentale et toute réflexion politique qui aujourd'hui ne tient pas compte de la dimension démographique est une réflexion qui, à mon avis, se voit à l'impuissance. Alors, retour au modèle canadien après avoir fait ce détour théorique minimal par la philosophie du multiculturalisme. J'y reviens à travers son visage nouveau, que vous connaissez tous aujourd'hui, Justin Trudeau. Justin Trudeau est élu en 2015 de manière un peu surprenante. De l'étranger, on voit ça comme une espèce de victoire attendue, nécessaire et glorieuse. On peut aussi croire que c'est une victoire tout à fait inattendue dans un contexte politique qui l'a finalement servi contre toute attente. Il n'en demeure pas moins qu'il est élu. Et il est élu dans un contexte très particulier où émerge au Canada le contexte d'une radicalisation du multiculturalisme comme idéologie. À l'automne 2015, dans le débat politique canadien, il y a un débat pour savoir si une femme peut prêter son serment de citoyenneté en niqab, sans même avoir le retiré un instant, ne serait-ce que quelques secondes, histoire de sourire à son pays d'accueil. Eh bien, donc c'est devant les tribunaux, et finalement les tribunaux disent non, ce n'est pas nécessaire, parce que ça consisterait à contraindre cette femme à lui imposer un modèle autoritaire d'une manière ou de l'autre. Et Justin Trudeau, parmi d'autres, va dire, mais c'est tout à fait merveilleux, au nom des droits de l'homme, nous devons nous féliciter de cette ouverture au niqab d'une manière ou de l'autre, parce que c'est la preuve de notre ouverture à la diversité. Ce qui fait que dans le débat politique canadien depuis quelques années, le niqab est devenu une espèce de symbole contre-intuitif. Contre-intuitif, pourquoi? Parce que, c'est présenté comme un symbole d'émancipation féminine. Ne vous moquez pas. Non. Dans leur esprit, qu'est-ce que c'est? C'est que fondamentalement, le niqab, c'est le symbole d'une femme qui décide de s'habiller comme elle le veut et comme elle l'entend, malgré les consignes de la société d'accueil et de la majorité qui lui suggèrent autre chose. Donc, c'est une preuve de pouvoir au féminin que de porter le niqab à la manière d'un symbole d'affirmation de soi. Deuxième élément, c'est vu aussi comme un symbole de la grandeur de la diversité canadienne. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui se définit justement par une quête absolue de la diversité, qui doit toujours être poussé plus loin pour être confirmé dans ses fondements. Dès lors, le niqab devient le symbole de l'ouverture à la canadienne, ça devient le symbole de notre ouverture à cet engagement envers l'idéal multiculturaliste qui est au cœur du pays. Justin Trudeau, tout juste élu, automne 2015, va donner une entrevue au New York Times pour donner sa vision du Canada. Et il nous dit que le Canada est un pays qui n'a pas de noyau identitaire fondamental. Et il nous dit que ce que nous avons en commun, c'est notre quête d'une diversité toujours plus approfondie. Ce qui recoupe ce que je viens de dire sur la question du niqab. Et on peut voir que de ce point de vue, le Canada, pour peu qu'on le regarde dans une espèce de carte du monde où différents modèles de gestion de la diversité émergent, le Canada se présente non plus comme un pays, mais comme une utopie diversitaire accomplie. C'est-à-dire que le Canada, c'est un pays qui se construit en déconstruisant ce qu'il était historiquement. C'est un pays qui ne croit jamais être aussi fidèle à lui-même que lorsqu'il renonce à toute forme d'héritage d'une manière ou de l'autre. Alors, de ce point de vue, on peut voir dans la politique canadienne
différents exemples de cette inversion de l'intégration dont je vous parlais tantôt. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, Rachel Notley, qui est première ministre de l'Alberta, qui est une province dans l'Ouest canadien, pour marquer la fin d'une fête religieuse musulmane particulière, a décidé de faire un message Facebook où elle s'est elle-même voilée. Mais elle est aussi musulmane que je suis moldave. Elle décide de se voiler, pourquoi? Pour envoyer justement le signal que nous intégrons des coutumes ou à tout le moins des références extérieures et nous nous les approprions comme symbole d'intégration. C'est une forme de confirmation de cette inversion de l'intégration dont on a eu l'occasion de parler. Alors le Canada, de ce point de vue, se présente, oui, comme le pays qui se définit justement par le refus de toute appartenance fondée sur l'histoire, fondée sur la culture, fondée sur l'identité. Ce qui explique, soit dit en passant, la dissidence des Québécois, qui, pour l'instant, n'ont pas encore réussi à faire leur indépendance, mais s'obstinent néanmoins à ne pas être considérés comme une communauté ethnique parmi d'autres dans le Canada pluriel. Et les Québécois, aujourd'hui, se montrent très attachés, notamment au principe de laïcité. Ils cherchent à l'imposer d'une manière ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voient dans la laïcité l'occasion de réaffirmer du commun dans une société qui se morcelle. Le multiculturalisme est une machine à égrener les identités, à les fracturer, à les fissurer, à les dissoudre. Et dans une société qui aujourd'hui fait cette expérience de l'écartèlement identitaire, le désir du commun est de plus en plus fort. Et les Québécois voient notamment dans cette quête de laïcité une volonté d'affirmation du commun dans le monde qui est le nôtre. Réaction Canada anglais et réaction notamment de Justin Trudeau, qui de ce point de vue est davantage un Canadien anglais qu'un Québécois. Il nous dit dans cette quête de laïcité, on doit y voir d'une certaine manière une lote de suprémacisme ethnique qui ne dit pas son nom. Et ça nous ramène à la question qui me semble fondamentale du statut de la France et de la laïcité française dans le monde qui est le nôtre. Dans le monde anglo-saxon, quand on lit la presse anglo-saxonne, et ce sera ma conclusion, on constate que la France est rarement présentée comme un autre modèle, mais comme un contre-modèle absolu. C'est-à-dire qu'il y a la modernité diversitaire qui se définit, comme on l'a défini à Washington, à Londres ou à New York, et ainsi de suite, dans les grandes universités américaines, qui est une quête toujours plus grande de multiculturalisme. Et la France paraît, de ce point de vue, pour un pays non pas différent, mais archaïque, retardataire, autoritaire, l'Union soviétique des minorités, le pays qui refuse l'ouverture à la diversité. Et cette espèce de préjugé répété, présent dans la presse anglo-saxonne, qui fait en sorte par ailleurs que dans le New York Times, on accueille toujours les indigènes de la République à la manière de militants exemplaires de la liberté à la française, parce qu'eux remettent en question le cadre autoritaire de la laïcité, eh bien on se retrouve avec un monde anglo-saxon qui refuse de comprendre ou ne parvient tout simplement pas à comprendre la laïcité à la française. Si on sort du monde anglo-saxon minimalement, il nous est possible de voir la France autrement. Probablement à la manière d'une des rares nations aujourd'hui qui incarne un autre modèle d'intégration avec toutes les difficultés qu'elle connaît, avec toutes les complications qu'elle peut avoir aujourd'hui. La France représente non pas un contre-modèle, à mon avis pour bien des gens, mais un autre modèle possible, fondé justement sur le respect du politique, qui n'a pas à s'inféoder toujours à la judiciarisation du politique, un modèle fondé où la laïcité n'est pas qu'un principe secondaire, instrumental, fade, beige, mais un principe fondateur du commun. La France représente aussi une nation qui a le souci de demeurer une nation dans la mondialisation, et ne serait-ce que pour cela, me semble-t-il que les Français devraient le moins possible se regarder à partir du regard très sévère qui vient très souvent du monde anglo-saxon à leur endroit, et redécouvrir la part tout à fait créatrice et féconde de leur tradition, en se rappelant que pour bien des peuples dans le monde, ça représente encore non pas un contre-modèle, mais un modèle. Je vous remercie.